Donc aujourd'hui, on va discuter de ce qui est l'individualisation de l'entraînement en force athlétique uniquement, puisqu'après Olivier va vous parler plutôt de tout ce qui est multisport, préparation physique. Donc sur le sommaire, je vais rapidement me présenter. Ensuite, on va parler de ce qui est les principes de programmation en force athlétique, les facteurs de performance en force. Ensuite, qu'est-ce que l'individualisation dans ce sport-là et quelles sont les variables déterminantes pour l'individualiser. Ensuite, comment les interpréter et les intégrer dans d'autres sports, ce qui va sûrement vous intéresser également. Et repérer là, sur ou sous sollicitation, pour éviter tout ce qui est sous-entraînement ou désentraînement. Donc qui est OPT? OPT, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Overload, Process, Training. C'est la page d'après. Alors, pour Overload, on est sur une surcharge qui est le but de la programmation en force finalement, qui est de créer un stress afin d'avoir une adaptation par la suite, de la plupart du temps nerveuse. Et ce stress va être induit par une intensité, des répétitions, un volume d'entraînement en général. Ensuite, au niveau du process, on a trouvé ce mot parce qu'on souhaite suivre un processus et que les athlètes comprennent bien ça. La programmation en force, c'est assez ingrat au final, puisqu'il faut respecter pas mal de contraintes, de difficultés à surmonter. Et le mot d'ordre chez nous, c'est vraiment d'avoir une discipline qui va permettre de suivre ce processus tout au long d'une préparation et de supporter plusieurs mois d'entraînement comme ceci. Au final, training, parce que training, l'entraînement, il faut qu'il soit consistant et c'est la base d'une programmation forcément. Donc le premier coach, ce sera Mehdi Sahari. J'ai pu venir que seul aujourd'hui, étant donné qu'on est sur une compétition. Donc voilà, il n'y a pas mes deux compères. Mehdi a plusieurs titres, notamment vice-champion du monde en développé couché, champion d'Europe, première place à l'Arnold Classic. On ne va pas s'étaler sur les performances de chacun parce que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. Mais il a quand même un squat à 220, développé couché à 202 kg pour un poids de corps de 74 kg. Ensuite, moi, donc à savoir qu'on est tous issus de la filière STAPS. On a tous suivi une licence STAPS. Donc moi, je suis la catégorie du dessus en 83. Donc voilà mes performances, 230 au squat, 137 au couché et 255 au soulevé de terre. Et ensuite, on a Youssouf qui vient de faire le titre de champion d'Europe en force athlétique 93 junior, c'est celle d'après, voilà. Donc champion d'Europe et champion d'Italie junior avec de nombreux records. Donc on est tous diplômés de la licence, les brevets fédéraux de force athlétique premier degré et second degré, et idem en haltérophilie. Donc comment nous trouver? Voilà, pour ceux qui seront intéressés, je pourrais vous donner des cartes où on pourra discuter par la suite. Donc au niveau du premier thème, nos principes de programmation en force athlétique, là je vais vous parler de mon expérience et de comment je programme mes athlètes. Je ne vais pas faire forcément de référence à diverses études. On est surtout là pour échanger aujourd'hui, donc ça ne va pas être très protocolaire comme ce qu'on peut voir en STAPS ou dans différentes études. Donc nos principes de programmation. Il y a énormément de méthodes existantes en force athlétique, le Westside, le 5-3-1 et de nombreux programmes qu'on peut trouver sur Internet. Mais ce qu'on recherche chez nous, c'est l'individualisation. OPT, ce n'est pas vraiment une méthode qui est ancrée et prédéfinie. On souhaite suivre une ligne de conduite qui va être importante tout au long de la préparation, mais on n'est pas ancré dans quelque chose. Si j'ai besoin de faire un effort dynamique à la Westside ou un 5-3-1, je n'hésiterai pas à le faire. Donc rien n'est figé, on n'est pas inscrit dans un format fixe. Bonjour. Donc le premier principe, l'intensité. Donc chez nous, on a forcément une intensité qui est relativement haute et relativement... c'est la diapo d'après, s'il te plaît. Merci. On essaie d'avoir une intensité qui est relativement haute et relativement quotidienne. On n'a pas peur de mettre des intensités hautes souvent. On réfléchit par rapport au RPE, donc dans nos programmations, il y a très peu de pourcentage de RM, comme vous pouvez voir dans différentes méthodes.
Je donne un exemple. Le lundi, je vais avoir un squat, une rep à 90%. Ça, vous ne le verrez pas. En fait, c'est une rep, RPE 6, 7, 8 ou 9. Est-ce que vous connaissez tous le RPE? Le RPE, c'est une méthode d'autorégulation. En fait, c'est une échelle de grandeur. Et quand vous allez être RPE 6, ça veut dire que potentiellement, vous êtes capable de faire 4 reps en plus que vous n'allez pas faire. Donc si vous avez une répétition RPE 6, vous êtes potentiellement capable de faire 5 répétitions, donc vous en avez 4 en marge. C'est bon? C'est compris? Donc, les avantages de ce RPE, c'est une adaptation de la charge en fonction de la forme du jour. C'est-à-dire que pour une même programmation, si je programme un pourcentage type, qui va être de 95%, et que je ne suis pas en forme, ça va être très compliqué de prévoir le stress induit qui va être prévu pour ce jour-là. Okay? Donc, quand on établit une programmation, on va établir un stress et non un tonnage ou un pourcentage cible. C'est bon? Ensuite, deuxième principe, le volume. Donc le volume, il va être induit par les séries et les répétitions. Donc c'est un facteur primordial qui génère beaucoup de fatigue. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour le volume, notamment l'âge, plus âgé, moins âgé. On va voir que des compétiteurs de 60 ans ne vont pas forcément encaisser le même volume qu'un jeune, forcément. On va voir le poids. Les grosses catégories ne vont pas non plus pouvoir encaisser un énorme tonnage, étant donné que une barre à 400 kg sur le dos, ça va créer un stress plus important qu'une barre à 60 kg pour une fille. Même si le ratio de poids de corps est différent, le stress induit est énorme également. Donc les grosses catégories ne peuvent pas encaisser autant de volume que les petites. Ensuite, on a le sexe, homme ou femme, ça va dépendre de chacun. La morphologie, quelqu'un qui va avoir des longs segments va peut-être créer un stress plus grand que quelqu'un qui a des petits fémurs, par exemple, sur un squat. L'efficience du mouvement, bon ça on est plutôt sur la morpho aussi, l'amplitude de mouvement et les facteurs externes qui vont être le sommeil, la diète, le rythme de vie en général. Si j'ai quelqu'un qui travaille énormément, je ne vais pas être à même de placer une programmation idem d'un force athlétique pro quoi, qui fait que ça toute la journée. Autre facteur de performance. Donc là, on a vu le volume, l'intensité, maintenant on a la fréquence par ordre croissant. Au niveau de la fréquence, chez nous, on aime bien répéter souvent le mouvement. Quand je dis le mouvement, c'est squat, bench et soulevé de terre, qui sont les 3 mouvements de la force athlétique. Une fréquence élevée, ça va entraîner un volume élevé par conséquent, et un pattern de mouvement, donc un schéma moteur qui va s'ancrer plus facilement que si je répète un mouvement une fois dans la semaine. Donc là, vous avez des exemples du minimum jusqu'au maximum, là où on peut aller en fait chez OPT. Donc au niveau du squat, 2 à 4 fois semaine. Ça peut choquer ou ne pas choquer. Il y a des haltérophiles qui font même plus que 4 fois semaine. Donc voilà. Développé couché, c'est le mouvement où vous allez pouvoir encaisser le plus de fréquence et de volume dessus, étant donné qu'il sollicite moins de masse musculaire et par conséquent moins de stress. Donc 3 à 5 fois semaine. Et au niveau du soulevé de terre, 1 à 2 fois semaine. La fréquence n'est pas synonyme non plus de fatigue élevée. Dans un cas numéro 1, que vous avez marqué juste en dessous, vous allez avoir un jour 1 en 7 x 4 à 80% et un jour 2 en 5 x 6 à 72%. Sur le cas numéro 2, vous avez le même volume, mais divisé en plusieurs jours, ce qui va permettre de répéter plus de fois le mouvement tout en encaissant le même volume et la même intensité du coup. On change du coup sur un facteur secondaire qui va être la fatigue. Vous allez avoir 2 types de fatigue en force athlétique. La fatigue aiguë, qui va être induite à la suite d'un entraînement. Donc un entraînement plus ou moins élevé va générer plus ou moins de fatigue, forcément. Et une fatigue chronique,
qui va être la conséquence de l'accumulation de beaucoup de volumes d'entraînement et peut-être la non-récupération d'un certain volume horaire. Donc voilà, il faut distinguer ces deux types de fatigue. À noter qu'on peut avoir une fatigue et donc un stress que je vais vous expliquer ensuite, importante sur un mouvement. Donc un stress, une fatigue haute au squat par exemple, et une fatigue et stress peu élevé sur un développé couché. Ça va être dépendant de chaque mouvement. Donc pour le stress, donc différent de l'état physique, un état de stress haut au développé couché ne veut pas dire forcément un état de stress élevé dans la vie en général et non plus un état de fatigue. Ce que je vous disais ensuite, dans nos programmations, on vise un niveau de stress, donc le stress index. Le stress index, c'est celui qui est induit par le mouvement. Et donc c'est celui-ci qui va être intéressant de monitorer pour viser un niveau de stress et non pas y arriver sans le calculer en fait. Donc là vous avez un type de programmation sur une semaine. Vous allez avoir la séance principale qui va induire un état de fatigue. Donc juste avant vous allez avoir une fatigue basse. Ensuite, vous allez avoir une séance moyenne à légère qui va forcément être faite dans un état de fatigue haut à la suite de cette première séance. Et puis ensuite, la fatigue résiduelle va remonter à la suite de la séance moyenne et légère. Puis une séance secondaire qui va être quand même assez intense, donc une fatigue élevée constante, ça va être la fatigue chronique qui va être tout le temps en haut. Et une régénération à partir du dernier jour sur le jour principal. Ensuite, vous allez voir la capacité de travail. Le but du hors-saison, c'est créer vraiment une capacité de travail qui va vous permettre d'encaisser un certain volume, une certaine intensité durant, j'aime pas trop parler de hors-saison et de saison compétitive parce que il y a toujours une part de hors-saison à l'approche des compétitions. C'est important d'avoir un côté prophylaxie, un côté accumulation de volume, même très proche des compétitions. Donc, le but du hors-saison, si on peut appeler ça comme ça, ce sera de réaliser une augmentation progressive du volume et de la fréquence sur plusieurs cycles. Un effet prophylactique, donc, comme je viens de vous citer. Et le but, ça va être de conserver une charge élevée en période spécifique pour conserver les gains que vous avez faits sur leur saison. Ensuite, vous allez avoir les variations de mouvement. Donc, sur le squat, développé couché et soulevé de terre, vous n'allez pas pratiquer uniquement le squat de compétition, le développé de compétition et le soulevé de terre de compétition. Il va falloir bosser sur, par exemple, du squat pause, du squat tempo, du squat sans ceinture, des variations qui vont induire un stress tout aussi haut en utilisant des charges inférieures au final. Et le but, ça ne veut pas être d'être fort en absolu sur votre variation, ça va être de potentier votre variation pour votre squat de compétition. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas rechercher une performance sur mon squat pause, je vais chercher un bon squat pause pour avoir un squat de compétition qui va s'améliorer. Okay. Ces variations, elles sont choisies en fonction des faiblesses et des déficits de chaque athlète. Donc, pour la forme générale de la périodisation, on utilise un format qui se répand depuis 2-3 années, pas trop en France en tout cas, mais surtout aux États-Unis. Donc c'est le DUP. C'est tout simplement une phase ondulatoire, si on peut faire référence à ce que vous connaissez sûrement. Ce style de périodisation, il vise à dissocier, il se dissocie des anciennes méthodes. Donc là, sur la gauche, vous avez les anciennes méthodes, où vous allez avoir une phase d'accumulation, une phase d'intensification et une phase d'affûtage ou de taper, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ça, souvent, ça se fait sur différentes périodes. Par exemple, je vais avoir, si on prend la littérature d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, vous allez avoir une phase d'accumulation qui va durer par exemple 4 semaines, 6 semaines, des phases d'intensification un peu
un peu sur le même courant. Nous, le but, c'est en fait de faire une séance légère, une séance moyenne, une séance lourde, qui va retranscrire ces phases-là, mais de les travailler dans la même semaine. Donc vous dissociez un travail de 6 semaines, puis un travail de 6 semaines, puis un travail de 6 semaines, dans la même. Ok. Pourquoi on réfléchit de la sorte? Si vous avez une phase d'accumulation, et qu'ensuite vous avez 8 semaines avant votre échéance, votre accumulation, si vous ne l'entretenez pas, elle va disparaître. La charge de travail que vous avez accumulée, elle va être difficile à maintenir si vous passez sur des périodes d'affûtage, par exemple, où vous faites un volume d'entraînement très bas, très léger. Ça va être compliqué de maintenir cette capacité de travail haute tout au long de la saison. Là, j'ai retranscrit un modèle de base. C'est individualisé à chacun. Donc c'est pas quelque chose qu'on utilise en absolu à chaque fois. J'ai pris un exemple. Donc là, c'est une préparation de 17 semaines avec le format du RPE, donc ce que je vous expliquais juste avant. Juste ici, vous allez avoir un bloc d'introduction. Donc ça va être, comme son nom l'indique, une introduction avant le bloc de développement par la suite. Vous allez avoir des RPE, donc ça va être l'intensité assez basse, RPE 6, 7, ça peut correspondre à des intensités de 80-85% si vous voulez avoir une référence. À la suite de ce bloc d'introduction, vous allez avoir 3 blocs successifs de 4 semaines où l'intensité va finalement monter, RPE 6, 7, 8, 9, puis en passant au bloc 2, redescendre RPE 6, 7, 8, 9, tout en changeant le volume de travail. Par exemple, si ici je suis sur du x5, donc j'ai 5 répétitions sur mon top 7, donc le top 7 c'est la série de travail. Si vous êtes à 5 répétitions RPE 9, vous avez une intensité élevée, mais moins qu'ici si vous passez en triplé, et moins qu'ici si vous passez en x1. Vous avez des questions ou vous... Ça va? Je m'emballe des fois un peu. Oui. Alors ça, bien sûr. Hmm. Oui. Hmm. C'est pour ça. À utiliser sur des personnes qui se connaissent et qui ont déjà un passé sportif au niveau de la force athlétique, qui ont déjà un passé sportif et qui ont déjà des valeurs de référence et qui vont apprendre à utiliser ce RPE. C'est totalement adaptable également à des débutants. Tu dois être là pour les guider. Quand tu vois qu'une personne, par exemple, t'envoie un RPE 9 alors qu'il est hyper facile, tu vois que ça monte hyper vite, tu es très à même de dire que c'est pas le bon RPE. Mais ça se met en place au fur et à mesure. C'est pas, tu peux pas dire que l'athlète sait ce qu'il fait dès le départ. Voilà. Et ensuite, donc, à la suite de ce bloc 3, vous allez avoir un bloc pivot. Donc le bloc pivot va consister à créer une désadaptation de tout ce que vous avez fait par ici, désadapter l'athlète et recommencer par la suite pour créer un nouveau stimulus, une nouvelle adaptation au stimulus suivant. Au niveau de la spécificité, donc c'est un autre facteur à prendre en compte. La spécificité, comme le volume, comme l'intensité, elle fluctue au niveau des blocs. Pour prendre un exemple, quelque chose de spécifique, ça va être une répétition, RPE 8 ou plus, donc on va s'approcher des charges maximales, et avec équipement, si l'athlète fait des compétitions. Donc voilà, typiquement quelque chose de spécifique. Quelque chose de non spécifique, ça va être par exemple une série de 10, RPE 7, qui correspondrait à environ 60%, et un squat sans ceinture en statodynamique. Une variante qui est très éloignée du squat de compétition, et sur un volume qui l'est aussi. La spécificité doit respecter une certaine dynamique tout au long du bloc. Donc elle augmente comme le volume. Vous partez d'une spécificité basse et vous arrivez sur une spécificité haute quand vous êtes en compétition. Donc là, c'est la spécificité qui est mise sur un graphique pour que
ça soit un peu plus parlant. Donc elle augmente, puis elle diminue lors du pivot, ce que je vous ai placé juste avant. Lors de la désadaptation, on met des variations qui sont loin de celles de compétition. Les avantages, les inconvénients de la méthode, parce qu'il y en a. Les avantages, on va avoir une diminution du nombre d'échecs grâce au RPE. Si en avril, je programme, je fais mon cycle d'entraînement pour dans 3 mois par exemple, et que je programme une rep à 100 kg développé couché, pour rester sur l'exemple, et que l'athlète ce jour-là a mal dormi, a divers problèmes, et n'est pas du tout en forme, le tonnage il va rester le même. Ça sera toujours 100 kg, malgré les facteurs externes. Donc ça va être très compliqué, s'il n'a pas dormi, de faire quelque chose de plus performant que son 1RM, et donc on va créer un stress supplémentaire qui n'était pas forcément voulu. Une meilleure gestion de la fatigue pour les mêmes raisons, respecter le stress induit, moins de monotonie, une répétition des conditions de compétition. Là on est sur les avantages de la méthode complète. Donc à savoir qu'on a un jour où on fait squat, bench, terre, ce qui est très peu commun pour les anciennes méthodes. On a les 3 mouvements dans la même compétition. Le but c'est de reproduire un entraînement dans les mêmes conditions et donc d'augmenter la spécificité une fois de plus. Et bon, on pousse lourd toute l'année. Ça peut paraître bête, mais certains power ont besoin de s'évaluer constamment. Et si on fait des longues périodes d'accumulation en x10, x8, x6, on peut installer une monotonie qui va être contre-productive par la suite. Au niveau des inconvénients, donc comme tu as dit, la mise en place du RPE, ça va dépendre du public que tu as en face de toi. Demande plus de responsabilité de la part de l'athlète. On n'a pas de prédiction de la charge, donc on ne peut pas dire pour ce RPE 8 tu seras entre ça et ça, c'est pas possible. On n'a pas de progression linéaire assurée. On peut avoir un RPE qui augmente, mais une charge qui diminue. Si je reprends mon bloc de 4 semaines, RPE 6, 7, 8, 9, 100 kg, 110 kg, je serais censé mettre 120, mais vu que ma forme est basse, je vais mettre 105 pour ne pas dépasser mon RPE. C'est là l'avantage. Et peut devenir démotivant, car trop d'athlètes se fient au 1RM et se disent « Oh là, ça fait 3 semaines que je suis en dessous de mes 1RM, ça va pas, je régresse ». Voilà, il faut être clair dans sa tête et savoir qu'il peut y avoir des phases de régression, l'accepter et attendre que le temps passe. Au niveau des principes de programmation, on en a un autre qui est tiré d'Emerging Strategy, donc RTS. Il est différent, vous voyez, sur 16 semaines, vous êtes toujours au même RPE. Et le but, ça va être de déterminer votre time peak. Le time peak, c'est le moment où j'ai mon pic de forme et où je suis le plus à même de produire une force la plus importante possible. Donc ça, c'est un autre format d'entraînement qu'on n'utilise pas. Et je voulais juste vous le montrer parce que voilà, c'est pas forcément connu pour l'instant. Vous avez, en fait, voilà, ça s'articule comme ça, un bloc de développement, un bloc de pivot, comme je vous ai parlé tout à l'heure, où on diminue la spécificité, et un picking block, donc c'est le bloc avant la compétition. Et voilà, et donc vous êtes toujours à la même intensité, la forme fluctue, donc les charges vont monter, diminuer, mais le stress induit et le stress voulu, c'est toujours le même. C'est compliqué de le mettre en place, je l'ai testé moi-même, et franchement, c'est très peu adaptable à différents athlètes. Je pense que ça s'adresse uniquement à l'élite, étant donné que le moindre facteur de la vie, moindre facteur externe va influer sur ça, et ça va être une catastrophe. Là, c'est la spécificité du bloc d'Emerging Strategy. Vous voyez qu'elle est différente de la mienne. Elle va être plus souvent haute, au final. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre-là, avant qu'on passe à la suite? Non, pas du tout. Le pivot bloc, c'est un bloc court qui va viser la désadaptation d'un ancien stimulus pour viser la réadaptation d'un autre par la suite.
Donc typiquement, tu vas passer d'un SBD en compétition à un terre prise d'arraché, un front squat et du développé halter. Tu désadaptes complètement, la spécificité est très basse, tu peux maintenir une intensité importante, un volume important pour pas être désentraîné, mais la désadaptation passe par la spécificité. C'est bon? En fait, tu vises un niveau de stress, donc l'intensité, elle va être dépendante de comment réagit l'athlète. Donc elle peut très bien monter pendant 17 semaines, si tu parles de pourcentage de RM, mais elle peut également diminuer. Tu programmes un stress en fait. Tu programmes pas de charge. On est bon? Prochain chapitre, les facteurs de performance en force. Je reste assez bref et succinct dans mes explications parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc au niveau du système nerveux, on va avoir le nombre de connexions nerveuses qui va être importante, la qualité et la vitesse de transmission de l'influx nerveux, ça va être primordial en force athlétique. La masse musculaire, donc le nombre d'unités contractiles va générer de la force, donc c'est un facteur hyper important également. La surface de section, le fait que le muscle soit sain, sans inflammation, un muscle inflammé, il ne va pas être capable de produire autant de force qu'un muscle sain. Et du coup, le poids actif de la masse musculaire, si ma catégorie c'est 83 kg, le but c'est d'avoir 83 kg au maximum sec dans une moindre mesure pour générer le plus de force possible grâce à la masse musculaire. On va avoir le facteur génétique qui est à prendre en compte, donc une morphologie adaptée. Si on regarde l'élite, la plupart du temps, ce sont des fémurs courts, des bras assez courts et des bustes mi-longs, on va dire. C'est ce qui s'adapte le plus aux trois mouvements, comme en haltérophilie, le format chinois, on va dire. Le format asiatique est très propice à la performance, de par le fait de garder le buste droit avec les fémurs courts et le buste long. Les capacités de récupération vont être déterminées également par le facteur génétique, en plus des paramètres externes. Et malgré des hygiènes de vie non propices à la performance, on peut avoir des athlètes qui sont très forts. Des athlètes qui ne font pas du tout attention à leur hygiène de vie, à la récupération, le sommeil, l'alimentation, vont être malgré tout forts. Et ça, on l'explique uniquement par la génétique ou autre chose. Ensuite, on aura la discipline et l'hygiène de vie. Donc, comme je vous ai dit, sommeil, nutrition, gestion du stress, technique de récupération extrinsèque, donc tout ce que vous allez mettre en place pour récupérer le mieux possible et être régulier et discipliné dans ce que vous faites. On aura la programmation individualisée. Pour moi, si vous respectez les 4 points précédents, malgré le fait que vous n'ayez pas un programme le meilleur programme du monde ou quelque chose d'hyper individualisé, si vous respectez tous ces 4 critères, vous pouvez déjà faire des progressions énormes. Donc ensuite vient la programmation individualisée, une adaptation continue, un échange qui va être hyper important entre le coach et l'athlète, et tenir compte des caractéristiques individuelles pour forcément individualiser. En 6e, on aura les conditions d'entraînement qui vont être le matériel, la structure, l'ambiance, le fait de s'entraîner sur quelque chose de calibré qui va être retranscrit lors de la compétition, ça va être hyper important également. Si je m'entraîne à Fitness Park avec du techno-gym, quand je vais arriver en compétition, ma barre elle va me paraître vachement lourde, étant donné qu'il n'y a pas de flexion de barre, étant donné que les poids sont beaucoup plus larges de chaque côté. Rien qu'au soulevé de terre, on peut perdre sur une barre à 200 kg au moins 10 kg entre Fitness Park et la compétition. Les barres sont beaucoup plus rigides et les poids sont beaucoup plus petits. Ensuite, c'est bon pour celui-là? Prochain chapitre, on sera sur l'individualisation. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être pas la bonne définition, mais moi je l'ai défini de la sorte. C'est l'action de rendre individuelle une planification afin de l'adapter à un athlète en respectant les caractéristiques de chacun. Une programmation non adaptée, un copier-coller de Google avec un programme de force,
vous pouvez le jeter à la poubelle puisque ça ne va pas du tout être adapté à vous. C'est le rôle du coach de prendre en compte chaque caractéristique qui va être prédominante pour cette individualisation. La difficulté va être de repérer les indicateurs de réponse. Vous allez avoir des réponses positives et négatives de la part de l'athlète. Ça va être votre rôle de les récolter, de les analyser, d'analyser toutes les datas que vous pouvez avoir, qu'elles soient pertinentes bien sûr, et d'adopter des stratégies pour rendre la planification optimale. Ensuite, on va déterminer quelles sont les variables qui sont utiles dans cette individualisation. Donc là, vous avez un screen de ce que je fais pour réunir les datas de mes athlètes. Donc, au niveau des variables, on va avoir la fréquence qui va être importante. La fréquence de chaque mouvement va être prédominante dans l'analyse de ce qu'on va faire par la suite. On va avoir le nombre de répétitions, le nombre de séries en RMG, donc en renforcement musculaire général. Certains le mettent de côté, moi je le prends en compte. Si je mets 10 séries de rowing à quelqu'un, il va être forcément fatigué pour le développé couché du lendemain. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. On va voir le nombre de séances dans la semaine et la spécificité de ce qu'on a parlé tout à l'heure, elle va être à prendre en compte aussi. Quelque chose de peu spécifique va créer moins de stress. Okay, donc là, vous avez des tableaux, ça fait le récap de chaque semaine. Vous avez la fréquence, le nombre de reps, le nombre de séries, et ça sur les 3 mouvements. Des données, on peut en récolter énormément. Le but, c'est de savoir les interpréter. Si vous avez un panel de données énorme et que vous ne savez pas ce que ça veut dire ou le retranscrire dans votre adaptation, ça ne sert à rien. Ensuite, ce qu'on parlait au début. Dans le cas des RPE, on vise un stress index, donc le stress induit par le mouvement. Là, vous avez un tableau qui répertorie le stress index. Vous avez un stress index haut, médium et bas. Si on prend l'exemple du développé couché, j'ai 16 séries dans la semaine. Je vais avoir 4 séries hautes, 8 séries à moyenne intensité et 4 séries basses. C'est ça qu'on vise dans une programmation. C'est ce qu'on établit avant de créer la planif. Okay, à l'inverse des pourcentages de RM où on vise un tonnage. Vous pouvez avoir la même chose avec un tonnage entre temps et tant de kilos, temps et tant de kilos, temps et tant de kilos. Okay, de manière générale, les facteurs de performance sont les mêmes que les variables d'individualisation qu'on a fait juste avant. Donc maintenant, que reste-t-il au coach pour individualiser au mieux sa planification? On va anticiper la dynamique d'évolution de la programmation. Donc là, ça va peut-être pas être très clair parce que ça va vous faire petit. Vous avez 3 blocs, 1, 2 et 3, et vous avez l'évolution de chaque mouvement. Donc par exemple, si j'ai 3 squats dans la semaine, vous voyez qu'au début, j'ai du compétition squat, quelque chose de très spécifique. Ensuite, du beltless avec la SSB, la safety bar, quelque chose de peu spécifique. Et ensuite, du barreau sans ceinture. Encore une fois, quelque chose de peu spécifique. Plus vous allez avancer dans votre programmation, plus vous allez avoir quelque chose de spécifique. Comp et beltless. Au niveau du format, vous pouvez le voir aussi. On démarre avec du x5, on arrive avec du x2 ou du x1. Donc la spécificité augmente. Et ça, c'est à prendre en compte dans vos programmations. L'avantage, c'est que si vous avez un format comme ça dans votre planification, vous allez avoir une vue d'ensemble sur toute votre saison. Donc c'est important de le mettre en place, de ne pas faire un bloc, puis ensuite je réfléchis à ce que je peux faire par la suite, puis ensuite plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. Il ne faut pas faire bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. Il faut avoir une vue d'ensemble au départ. Ensuite, vous avez le calendrier. Bon, ça c'est commun à chaque sport. Vous avez le calendrier sportif. Vous partez d'un point de départ jusqu'à une échéance. L'approche psychologique, elle prend une part très importante aussi dans tout ce qui va être programmation. On peut mettre la diapo d'après, s'il vous plaît. Vous allez avoir 2 exemples d'athlètes.
À une semaine avant la compétition, vous allez avoir l'athlète numéro 1, ça va être quelqu'un de très nerveux et confiant. Vous allez pouvoir lui mettre une répétition RPE 9, donc quelque chose qui va être très proche de son max, avec un pourcentage d'erreur possible qui va être élevé. Donc une rep RPE 9, si le mec a mal dormi, il peut faire un échec. C'est à prendre en compte, mais vous pouvez le placer sur des athlètes qui sont dans cette configuration-là, nerveux et confiants. On a estimé que vous pouvez mettre de l'intensité plus tard dans la programmation. A l'inverse, dans le cas numéro 2, quelqu'un de calme et peu confiant, vous allez plutôt jouer la sûreté pour qu'il se rassure, qu'il prenne des bonnes marques, des bonnes énergies avant sa compétition. Et le lundi qui précède, vous allez lui mettre juste une rep RPE 7, comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas louper sa répétition et il va prendre confiance en lui. Vous allez avoir besoin de le réconforter et de le mettre dans un cocon, vous allez le rassurer à chaque fois. Okay, ça vaut une semaine avant la compétition, ça vaut également le jour de la compète. Donc en parlant, adopter les attitudes à adopter pour la compétition. L'athlète 1, donc on a vu qu'il était nerveux et confiant, il va falloir être autoritaire, expressif, énergique. Ça c'est des lignes générales, après c'est adapté forcément avec chaque individu. Mais de manière généralisée, autoritaire, expressif, énergique, ça va bien fonctionner avec ce type d'individu. Au niveau de l'athlète 2, vous allez être plutôt sur de la retenue, de la félicitation, même si ce n'est pas forcément des records pour lui. Il va falloir le féliciter entre une première et une deuxième barre pour qu'il garde la confiance élevée et qu'il garde une certaine stabilité dans sa recherche de performance. Okay. Des questions pour ce truc-là ou pas? Non? Une fourchette dans quel sens de charge? L'avantage du RPE, c'est justement de ne pas se mettre de charge en tête. Si tu te mets une charge en tête, tu vas potentiellement brider ton évolution. Si tu as une très bonne réaction à cette méthode, imaginons que tu pars d'un max à 100 kg. Tu vas te dire que ton RPE 9, avec une rep de marge, il peut être à la fin des 4 semaines entre 95 et 102 kg. Un tout petit peu au-dessus et un petit peu en dessous. Okay. Si, imaginons que tu réagisses très bien et que ton vrai max à ce moment-là, c'est 112. Le fait de ne pas avoir de charge en tête, tu vas peut-être faire ton RPE 9 à 105. Donc tu vas mettre 5 kg à ton max d'avant et tu seras quand même sur le bon RPE. Ouais. Hmm. Alors là, ça va soit venir d'une courbe de fatigue qui s'élève et du coup il va pas être capable de retranscrire. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut mettre un deload ou une décharge, okay, pour retomber puis remonter plus haut. Soit il n'a pas respecté les mêmes conditions externes que la semaine précédente. Et imaginons que la semaine précédente, au RPE 9, il ait fait 100 kg, il a très bien dormi, très bien mangé, il s'est bien adapté, était de bonne humeur, etc. La semaine 2, toujours RPE 9, il a mal dormi, il s'est engueulé avec son patron, bref, un tas de raisons externes, il va peut-être pas être capable de retranscrire ça. Les charges de travail en RPE, c'est-à-dire que tu mettrais... Oui. À toute la séance, en fait, tout le volume de travail dessus, ça pourrait se faire, mais... ouais. Mais du coup, si je vise une séance RPE 9 par exemple, et que je veux un tel volume, on va imaginer peut-être 30 répétitions sur le squat. 30 répétitions sur le squat RPE 9, ça va générer un stress index qui est énorme. Et du coup, on va perdre la dynamique que j'ai instaurée au début, qui va être une grosse fréquence et un gros volume. Si je fais 40 répétitions RPE 9 le lundi, ça va être compliqué de générer une séance de squat le mercredi, par exemple. Bah, c'est pas possible. Et du coup, je place un RPE plus bas, c'est ça? Mais du coup, si je veux un RPE 9 avant la compétition, comment je fais? C'est pas possible.
Si je décide de mettre une séance RPE9 complète sur les 3 mouvements, déjà ça va pas être tenable. Hmm. Oui? Non, une semaine avant quand même. Hmm. De par expérience, je ne peux pas faire ça. C'est infaisable. Le volume serait beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on a instauré par là juste avant. Mais du coup, la fréquence ne va pas être possible. Si je suis RPE 9 le lundi, je ne vais pas pouvoir être sur un haut RPE juste après. Même un bas RPE, l'athlète va être explosé. Pardon? Moi, je programme de la sorte et je sais que ça fonctionne bien. Si je suis haut trop souvent, ça va pas être possible. Et si je fais tout mon volume au même RPE, ça va casser ma dynamique également. Je prévois un top set qui va être sur un RPE élevé, et ensuite un pourcentage de décharge par rapport au top set pour faire des back-off plus qualitatifs et me concentrer sur ma technique, accumuler un certain volume d'entraînement dessus, sur quelque chose qui ne va pas forcément générer un stress énorme, et accumuler du volume comme ça. Et ça, je vais pouvoir le répéter 1, 2, 3, 4, 5 fois dans la semaine, en fonction des athlètes. Non, puisque le RPE du top 7 peut l'être élevé. En semaine 1, je suis RPE 6 par exemple. J'ai un pourcentage de moins 10% pour mes back-off. Si je garde la même chose, je vais peut-être faire en semaine 4 un RPE 9 avec un pourcentage de décharge à moins 15%. Donc ça va être adaptable dessus. Ben oui, je le sais du coup. Hmm. Ben, il l'a avec le RPE, l'autonomie du coup. Je vois pas trop où vous voulez en venir au final. Ben oui, mais c'est ce que je fais. Ah, un 4x5 par exemple à moins 10% du top 7. Hmm. Bah, à ce moment-là, si je veux être dans cette dynamique-là, je fais un 3x5 puis un AMRAP, un maximum de reps sur la dernière, si c'est ce qui est souhaité. Hmm. Oui, c'est ce qui est visé sur le top 7. Sur la série de travail principale, c'est ce qui est visé. Et ensuite, on a une adaptation qui est faite par le coach en pourcentage. Ben, c'est ma méthode de travailler et voilà. Mais pourquoi pas utiliser la vôtre dans une autre situation, pourquoi pas? À tester. Oui. Le tonnage, il n'est pas pris en compte. Non, c'est le stress index qui est prévu. Mm. Oui. De l'hypertrophie, par exemple. Mm. Mm. Elle sera plus élevée. Ouais. Alors, je vais en parler juste après. Tu as ce qu'on appelle le I1RM. Donc, c'est une extrapolation du 1RM qui est progressif par rapport à ta progression du moment. Mm. Non. Ouais.
J'utilise pas ça. Par contre, quand je vois que 2 semaines de suite, j'ai un RPE qui augmente et une charge qui diminue, tu peux être sûr déjà que la courbe et le gars passe peut-être pas en surentraînement, mais en tout cas, il est trop sollicité sur le moment présent. Bien sûr. Le blo- Ah oui, complètement, la programmation elle est établie, mais par contre l'adaptation, d'où le fait d'échanger avec l'athlète, elle va être hyper importante. Donc il va falloir t'adapter. Toutes les semaines, je reprends les programmations et tu fais le point sur chacun. Tout le temps, tout le temps, tous les jours. J'ai très peu d'athlètes que je vois à l'entraînement. Le plus souvent, c'est à distance. Ouais. Et du coup, il me faut des feedbacks journaliers à chaque fois, vidéo, vocaux et les datas qui sont retranscrites sur le fichier. Ouais. Mm. Est-ce que la technique est prise en compte dans ma progression? Ouais, bien sûr, ça va être établi lors de la stratégie de départ. Tu peux mettre des points de, comment dire, des points de correction dessus. Et à la fin du bloc, par exemple, tu établis si le gars a progressé et là où tu veux qu'il soit, ou est-ce qu'il y a encore des lacunes et il faut que tu recommences là-dessus. Hmm. Ah, tu veux dire la dégradation technique? Hmm. Ouais. Bien sûr. Ça peut être un facteur de progression. Si au développé couché, il a amélioré son pontage, il a réduit son amplitude, bien sûr, ça c'est à prendre en compte aussi. Tu peux avoir un athlète qui progresse énormément en technique et pas forcément en facteurs structuraux ou nerveux et qui augmente son max. Ouais. Mm. Ok, prochain chapitre, on est sur comment les interpréter du coup, toutes ces valeurs. L'interprétation, donc on va voir l'analyse des données au travers du monitoring. Ensuite, on va analyser les blocs précédents, donc savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour ne pas faire la même erreur, ou alors le retranscrire si ça a fonctionné par la suite. Le feedback intrinsèque, pardon, donc le retour et ressenti de l'athlète, comme je viens de dire, journalier ou hebdomadaire. Le feedback extrinsèque, donc récolter les données que vous pouvez faire avec des petits tableaux très simples. Comment j'ai mangé, comment je me suis hydraté, comment j'ai dormi. Un tableau de suivi, un carnet de route au final. Et encore, vous avez d'autres possibilités comme la force de préhension qui va être un bon indicateur du système nerveux, de la fraîcheur. Mais ça, c'est plutôt adaptable sur des équipes de sportifs où vous allez être prépa et vous allez pouvoir le faire avec chacun, puisque enfin, j'ai très peu d'athlètes qui seraient prêts à acheter un dynamo pour le faire chaque matin, quoi. Et encore, vous avez les contre-mouvements de jump ou ce genre de trucs pour évaluer, mais que je ne mets pas en place. Donc on va voir l'intégration du RPE. Donc on va voir, Olivier pourra en témoigner je pense, c'est difficile de mettre en place ça sur les sports collectifs. En force athlétique, le souhait du sportif, c'est être fort pour être fort dans sa discipline. Sur des sports co, il va chercher à être fort, à entraîner son squat, son développé couché, son soulevé de terre, pour que ça se retranscrive sur du basket, sur du rugby, etc. Et du coup, c'est sa force sur les trois mouvements qui va potentier sa performance lors de sa discipline principale. Donc, le RPE sera souvent en manque d'objectivité ou manque d'engagement de la part de l'athlète en sport collectif. Okay. Au niveau de la charge d'entraînement, on a la fréquence qui risque d'être difficilement adaptable à d'autres sports. C'est vraiment une fréquence de force athlétique. 4 squats, 5 couchés et 3 terres, ça n'a pas sa place à prendre dans un autre sport. Et la spécificité qui va être euh, dépendante de chaque sport. Okay. Repérer là où la sursollicitation
Donc on est là. La différence avec le surentraînement, si une planification est bien construite, vous n'avez pas forcément de surentraînement. Ce qui va créer une sursollicitation, c'est les paramètres externes de chacun qui vont impacter la récupération de l'athlète. Pour aller haut sur un volume horaire en FA, il faut y aller. C'est pas comme des sports co où on peut encaisser un volume d'entraînement super important. Donc, tant qu'il récupère bien et tant que les facteurs externes sont maîtrisés, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Et comme je vous disais, sur 2 semaines, quand on voit une baisse de performance pendant 2 semaines, voire 3 semaines, au bout de la 3e, il faut réagir et prendre des stratégies de mise en place pour soit un autre protocole, soit une réduction de la charge, soit un pivot, quelque chose pour désadapter et reprendre très vite par la suite. Okay, si vous voyez que ça fait que cracher, ça ne sert à rien de continuer là-dessus. Donc on a des signes, qui sont importants à observer. Donc on a une descente significative de la performance au travers des marqueurs, donc du RPE. On peut, comme je disais, évaluer avec un I1RM, donc le 1RM extrapolé par rapport à la forme du jour. Si on voit qu'il fait que descendre, même s'il est faux, même si c'est pas vraiment révélateur du vrai 1RM, s'il fait que descendre, c'est forcément que la forme descend aussi. Donc ça à prendre en compte pour réagir très vite. Ensuite, on aura une difficulté à exécuter le volume souhaité par le coach. Si au début du bloc, il arrive très bien à faire son back-off en 4x5 et qu'à la fin, il est à la mort, il faut peut-être mettre un pourcentage de décharge inférieur pour qu'il récupère un peu mieux. On aura des marqueurs physiologiques négatifs comme des tendiniques, des trigger points, tout ce genre de choses. Et un manque d'envie et de motivation. Donc on reprend ce qu'on a pris tout à l'heure, le psycho, le physio, etc. Un manque d'envie et d'engagement de l'athlète qui vient à la salle un peu à reculons. Et voilà. C'est celle d'après encore. Pour y remédier, donc, on mettra en place ce qu'on appelle le pivot ou un deload, c'est une semaine de décharge ou 2 semaines de décharge, pour viser une désadaptation, une réduction de la charge d'entraînement si nécessaire, casser la monotonie de ce qu'on a instauré, viser une adaptation prochaine, donc désadaptation puis réadaptation à un autre stimulus, et continuer à progresser sainement. Donc là, je vous ai mis l'exemple de programmation. Donc ce que je disais tout à l'heure, vous avez un top set, puis ensuite un volume d'entraînement qui a une décharge du top set. Ce volume-là, il peut être mis avec du RPE aussi, pour faire tout au RPE. C'est des stratégies différentes. Donc là, vous pouvez voir que sur une semaine de programmation type, vous avez quand même pas mal de fréquences d'entraînement et vous avez toujours du renforcement qui est mis à la suite. On peut passer à l'autre s'il te plaît. Et du coup, à la fin de chaque semaine, vous avez les datas que j'ai mis précédemment, où vous analysez le stress de chaque mouvement. On peut aller directement à pivot week, la fin, encore. Ok. Qu'observe-t-on? Donc une spécificité qui diminue, un range rep, des exercices plutôt comp ou pas, et des accessoires. Un stress index qui reste sensiblement le même. Donc vous pouvez garder la même sollicitation nerveuse, mais avec une spécificité qui diminue, comme j'ai dit précédemment. Et une diminution de la répartition des séries effectuées à basse intensité, afin de préparer l'adaptation au futur bloc de compétition. Si je passe d'un bloc où j'ai une série à haute, 3 à médium et 10 à basse, je ne peux pas partir sur un cycle qui prévoit de mettre 10 à haute, 8 à médium et 0 à basse. Il faut une certaine linéarité dans l'adaptation. Et voilà, ça fait 1 heure, je laisse la place.